Bien, aujourd'hui on va prendre comme philosophe en compte Wittgenstein et psychanalyste Lacan. On va voir un peu les points communs entre les deux et surtout on va se référer au premier Wittgenstein, le Wittgenstein du Tractatus. C'est celui-là qui va nous intéresser. Ensuite on pourrait bien faire une deuxième vidéo sur les points communs entre le deuxième Wittgenstein et Lacan. Mais pour l'instant on va s'occuper du premier Wittgenstein. On va essayer de faire une petite description rapide et surtout concise et claire de quelle est la pensée du premier Wittgenstein, qui est assez compliqué quand on lit directement l'ouvrage en question. On va commencer par une simple considération que pour le premier Wittgenstein, le langage est le reflet du réel. Alors pour cela, on va faire un petit exemple, voilà, le crayon ici. Alors, Wittgenstein dit le réel, l'état des choses, que là on voit quand je prends en main ce crayon, eh bien, il y a une différence entre l'effet, ce qu'il appelle Wittgenstein l'effet, et l'objet. Ben, l'objet, c'est ce qu'on voit ici, l'image de ce qu'on voit, et une autre notion importante de Wittgenstein est l'image, ce qu'on voit ici, que je vois apparaître devant moi, que je tiens, le crayon, l'objet. Les faits sont ce qui est lié au crayon. Le crayon est utilisé pour dessiner, le crayon est fait en bois, le crayon peut être taillé, et tout cela, tous ces enjacements, ces agencements, ces connexions qu'on peut faire autour de cet objet qui est le crayon, eh bien, concerne tout ce qui est l'effet. Donc l'effet et l'objet. Eh bien, le langage va refléter ce que apparaît dans le réel. Le langage est fait de propositions et de noms. La proposition est le reflet de ce qui est les faits, et le nom est le reflet de ce qui est l'objet. À travers les propositions, on va dire le crayon sert à faire des dessins, le crayon est fait de bois, etc. Et là, ça, c'est les propositions autour du nom. Maintenant, on va voir du côté de Lacan. Pour Lacan aussi, le langage est le reflet du réel. Mais de quel réel? Là, il faut directement poser la distinction. Si pour Wittgenstein, c'est le réel des états des choses, de ce qui apparaît en dehors de nous, pour Lacan, c'est le réel psychologique. Donc le réel de l'esprit humain. Et pour cela, on va faire aussi quelques exemples. Et il y a aussi une distinction entre ce qui est les propositions et le nom. Prenez par exemple la personne qui est phobique, qui a peur de l'ascenseur, eh bien, il va peut-être éviter dans une phrase de nommer l'ascenseur pour peur d'évoquer cette angoisse de l'ascenseur. Alors là, le nom qui est l'ascenseur va être évité, reflète le réel de cette angoisse, le réel de l'angoisse que le sujet en question a envers l'ascenseur. Du côté des propositions, la proposition aussi reflète un reflet du réel psychologique. On pourrait faire, par exemple, je vais prendre cette statue, je vois cette statue, et je vais dire, ah, magnifique cette statue. L'autre façon de dire, ce serait, cette statue est composée donc de Jésus sur les genoux de la Sainte Vierge, et on commençait à détailler tout ce que je vois pour montrer l'aspect sublime. Donc, dans un premier cas, on a cette affirmation qui est hyperbolique, magnifique, et l'autre est plutôt dans la description. Eh bien, les deux propositions, les deux manières d'exprimer qui s'expriment par une proposition particulière dans l'un et de l'autre, c'est plutôt des figures, en employant des figures rhétoriques, qui est l'un hyperbolique, l'autre dans les détails. Eh bien, on a dans le premier cas l'expression d'un réel psychologique, d'un réel qui est hystérique, et l'autre obsessionnel. C'est des exemples concrets, très faciles pour voir les points en commun entre Wittgenstein et Lacan. L'autre aspect en commun est lié au métalangage. Alors, pour Wittgenstein disait qu'il y a une différence entre le philosophe
l'attitude philosophique, le philosophe et le scientifique. Le scientifique ajoute des propositions, crée des propositions, de nouvelles propositions. En revanche, le philosophe ne va pas créer de propositions, parce que ce serait faire du métalangage. Ce qu'il peut faire le philosophe, c'est seulement éclaircir, c'est dénouer des nœuds qui vont compliquer ce qu'on voit, mais en n'ajoutant pas une autre proposition. C'est donc prendre la proposition en question et de la élucider. Par exemple, si on veut élucider le verbe être dans 3 propositions, Socrate est un philosophe, Socrate est athénien, on peut se poser la question de ce est, qu'est-ce que ça veut bien dire? C'est le même dans les 2 ou 3 propositions. Nous, on va voir éclaircir que ce est a une fonction différente. L'un, c'est l'existence, Socrate est, l'autre, c'est une attribution, c'est voilà, etc. De même, pour Lacan, il n'y a pas de métalangage. C'est-à-dire que face à une proposition, à un agencement de propositions d'un analysant en séance, vous n'allez pas lui dire, on ne peut pas dire, voilà, tu es, par exemple, face à cette expression, ah, c'est magnifique, c'est l'expression d'un mouvement hystérique. Ce serait alors ajouter, comme fait le scientifique, une nouvelle proposition. C'est plutôt de laisser parler l'analysant, lui permettre de l'aider à éclaircir, à étaler, à analyser ce qui est autour de cette proposition, sans en ajouter une nouvelle de l'extérieur qui ne ferait que faire du métalangage et empêcher de fait à la prise de conscience de ce qui se passe, de ce que énonce propre analysant autour de ses propres propositions. Voilà, brièvement, cette comparaison entre Wittgenstein, le premier Wittgenstein et Lacan. À la prochaine.